Bonjour et bienvenue dans votre magazine en direct de la rédaction. Ce dernier numéro de l'année 2014 sera entièrement consacré à l'actualité sociale, au programme Formation professionnelle et prévention de la pénibilité. Je serai accompagnée tout au long de cette émission par les spécialistes du groupe Revue Fiduciaire et j'accueille pour commencer Frédéric Roseau. Bonjour Frédéric. Bonjour Marianne. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle initiée par la loi du 5 mars dernier, le compte personnel de formation va se substituer au DIF dès le 1er janvier 2015. Frédéric, vous allez nous parler des modalités d'alimentation et d'utilisation de ce nouveau dispositif. Oui, effectivement, à compter du 1er janvier 2015, toute personne âgée d'au moins 16 ans bénéficiera d'un compte personnel de formation, le CPF. Alors pour les salariés, ce dispositif va venir remplacer le droit individuel à la formation, le DIF. Tout d'abord, ce nouveau compte, comment sera-t-il alimenté? Alors ce nouveau compte personnel de formation va être alimenté par des périodes de travail. Un salarié à temps plein accumulera 24 heures par année de travail dans la limite de 120 heures, puis 12 heures par année de travail dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Et il y a les périodes d'absence, et pour ces périodes d'absence, alors pour celles consécutives à une maladie professionnelle, un accident du travail, un congé de maternité, de paternité, un congé d'adoption ou d'accueil de l'enfant, un congé de présence parentale ou un congé de soutien familial, eh bien toutes ces absences seront comptabilisées comme des heures de travail pour l'alimentation du CPF. Et pour les salariés qui sont en dessous du temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation va s'effectuer au prorata, sauf si dans l'entreprise, il y a des dispositions conventionnelles plus favorables. Frédéric, j'entends bien que vous faites une différence entre les salariés à temps complet et les autres. Par salarié à temps complet, il faut entendre ceux qui travaillent à la hauteur de la durée conventionnelle de l'entreprise, mais comment précisément peut-on déterminer ou définir cette notion de temps complet? Alors, dans les décrets, il a été précisé pour définir l'année à temps plein qu'on prend en compte la durée conventionnelle à temps plein lorsqu'elle est fixée par un accord d'entreprise ou un accord de branche, car elle va constituer la durée de travail de référence. Et puis en l'absence d'une telle durée conventionnelle, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du CPF est fixé à 1607 heures. Pour essayer de donner un exemple concret, on peut donc dire que dans une entreprise où un accord fixe l'horaire collectif à 33 heures hebdomadaires, les salariés à 33 heures bénéficieront d'une alimentation complète de leur compte, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça veut dire aussi que dans une entreprise où la durée conventionnelle de travail serait fixée à 39 heures, pour les salariés qui sont à 39 heures, eh bien, leurs comptes seront crédités normalement sans surévaluation. On abordera plus tard le cas des salariés en forfait jour et ceux dont la rémunération n'est pas liée à un horaire de travail, mais là, tout de suite, en cas de durée de travail inférieure à un temps plein, comment sera alimenté le CPF? Le principe, c'est le prorata. Donc en pratique, pour un salarié qui est en deçà de la durée annuelle du travail à temps plein, l'alimentation du CPF va s'effectuer au prorata entre le nombre d'heures réellement effectuées et la durée annuelle de travail de référence. Donc on l'a vu, cette durée annuelle de référence est soit la durée conventionnelle, soit en l'absence de la durée conventionnelle, les 1607 heures. En pratique, ça va concerner par exemple les salariés à temps partiel ou les salariés entrés en cours d'année. Et si nécessaire, le nombre d'heures de formation ainsi acquises va être arrondi à l'unité immédiatement supérieure. D'accord. Mais un accord collectif pourra par exemple aussi prévoir des modalités particulières d'alimentation du CPF plus favorables que le prorata, n'est-ce pas? Et il faudra alors que l'entreprise effectue chaque année et pour chaque salarié concerné le calcul du nombre d'heures abondant le CPF et qu'elle en informe son OPCA. Oui, puisque un accord d'entreprise, de groupe ou de branche va pouvoir prévoir des modalités particulières d'alimentation du CPF, donc qui diffèrent du prorata et qui soient plus favorables que ce prorata. Cet accord collectif va alors mettre aussi en place un financement spécifique du CPF pour les salariés concernés. Ce financement, en pratique, va correspondre au nombre d'heures d'abondement multiplié par un montant forfaitaire fixé par l'accord collectif avec un minimum de 13 € par heure. D'accord. Mais les modalités de financement, elles, varient selon que l'entreprise a signé ou non un accord collectif qu'on appelle accord 0,2% CPF. Oui, en l'absence d'accord 0,2% CPF, l'employeur va verser la somme à l'OPCA dont il relève et on peut penser d'ailleurs qu'il va verser cette somme en même temps qu'il va verser la participation au financement de la formation professionnelle, c'est-à-dire avant le 1er mars. En revanche, si l'entreprise a conclu un accord 0,2% CPF, la somme correspondant à ce financement spécifique s'ajoutera aux sommes que l'employeur doit consacrer au CPF.
Alors, nous avons évoqué tout à l'heure la situation particulière du salarié qui travaille dans le cadre d'un forfait annuel en jours. Dans ce cas, Frédéric, comment son CPF va-t-il être alimenté? Alors, ce salarié en convention de forfait annuel en jours bénéficie, comme tout salarié, d'un crédit de 24 heures par an par année pleine, hein, bien sûr, et 12 ans par an à partir de 120 heures. La durée de travail de référence pour l'alimentation de son CPF, c'est les 1607 heures dont on parlait tout à l'heure. La rédaction du texte laisse entendre qu'il s'agirait d'une durée forfaitaire qui est applicable quel que soit le volume du forfait annuel en jours. Seules les entrées-sorties en cours d'année ou les absences non assimilées à du travail effectif pour l'alimentation du CPF réduiraient le volume de 1607 heures et donc le nombre d'heures inscrites au CPF. Mais alors reste à savoir si l'administration va confirmer cette position ou pas. Et quelles vont être les modalités d'alimentation pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail? Alors pour ces salariés, pour être concrète, ça peut par exemple être un VRP, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du CPF est fixé à 2080 fois le montant du SMIC. L'alimentation du compte de le salarié est calculée au prorata du rapport entre la rémunération perçue et ce montant de référence. Et si le calcul donne un nombre qui n'est pas entier, alors il faudra l'arrondir au nombre entier immédiatement supérieur. Les employeurs se posent également des questions sur la transition du DIF vers le compte personnel de formation. Il est en effet prévu que le reliquat de DIF au 31 décembre 2014 pourra être utilisé de la même façon que s'il s'agissait d'heures acquises dans le cadre du CPF. En pratique, comment cela va-t-il se passer? Alors en pratique, le titulaire du CPF aura jusqu'au 1er janvier 2021 pour utiliser ce reliquat. Dans le cadre du CPF, ces heures ne seront pas prises en compte ni pour le plafond de 150 heures, ni pour l'acquisition des heures du CPF. En revanche, il faut quand même préciser que le salarié ne pourra pas mobiliser plus de 150 heures au titre d'une formation donnée. Le décret précise d'abord qu'en cas de mobilisation du CPF, les heures venues en transfert du DIF vont être prises en priorité. Elles seront complétées le cas échéant par des heures créditées sur le CPF, mais à partir de 2015 bien sûr, et dans la limite du plafond total de 150 heures. Et par ailleurs, le décret précise que lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures que le salarié peut mobiliser, les heures venues du DIF pourront être abondées en heures complémentaires dans les mêmes modalités que les heures inscrites au CPF. Pour que ce mécanisme de récupération des heures de DIF puisse être mis à profit, les employeurs vont devoir informer par écrit chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014. Et attention, ils devront le faire avant le 31 janvier 2015. Les employeurs vont donc avoir un certain nombre d'obligations vis-à-vis de leur OPCA. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des contraintes pour l'employeur, pour l'entreprise, surtout en changement de dispositif, mais on peut quand même dire que le dispositif du CPF est globalement assez peu contraignant pour les entreprises. D'abord parce que les employeurs n'ont pas à se préoccuper de la gestion des compteurs de CPF. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui va gérer ces compteurs pour les salariés. Et le salarié, à tout moment, pourra aller sur un site dédié au CPF et aller consulter le nombre d'heures auxquelles il peut accéder. Alors, ainsi, sauf hypothèse particulière, les entreprises n'ont pas comptabilisé le nombre d'heures pour les salariés. L'employeur n'a pas non plus à informer le salarié des heures qu'il a dans son compteur de CPF. Et on voit par exemple que les mentions qui étaient propres au DIF sur le certificat de travail disparaissent à compter du 1er janvier 2015 sans pour l'instant être remplacées. Et puis, pour ce qui concerne les absences maladie, les entrées-sorties en cours d'année, qui nécessitent de proratiser, donc le volume d'heures CPF, on peut imaginer que l'administration va à terme trouver ces infos soit dans la DADS, soit dans la déclaration sociale nominative, une fois que ce procédé va être généralisé. Mais alors, lorsque certains éléments ne seront a priori connus que de l'employeur, le décret prévoit plusieurs obligations d'information. Oui, alors il y a quand même certaines contraintes et il y a 3 cas où l'employeur va devoir fournir des informations. Premier cas, les entreprises qui appliquent une durée de travail fixée par accord collectif, on l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, elles vont devoir communiquer cette durée conventionnelle à leur OPCA avant le 1er mars de chaque année. Deuxième hypothèse, lorsqu'un accord collectif prévoit des modalités d'attribution d'alimentation du CPF plus favorables que le prorata, il va falloir chaque année que la liste des salariés concernés, le nombre d'heures supplémentaires, soit indiquée à l'OPCA. Et puis enfin, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur devra verser au CPF un abondement correctif. Alors là, c'est quand il a failli des obligations, parce que c'est l'employeur qui, pendant 6 ans, n'a pas organisé l'entretien bisannuel auquel le salarié peut prétendre, et qui, au cours de cette même période, n'a pas fait bénéficier le salarié d'au moins 2 mesures d'évolution professionnelle
au sein de 3 mesures qui sont accessibles aux salariés. On rappelle peut-être ces 3 mesures. La première, le suivi d'une action de formation par le salarié. La deuxième, l'acquisition des éléments de certification par la formation ou la VAE. Et enfin, une progression salariale ou professionnelle. Alors exactement, ce qui fait que si l'employeur n'a pas organisé cet entretien bisannuel et n'a pas fait bénéficier le salarié de 2 de ces mesures, il va devoir verser un abondement correctif de 100 heures pour un salarié à temps complet et de 130 heures pour un salarié à temps partiel. Autre conséquence, il va devoir déclarer chaque année à l'OPCA avant le 1er mars quels sont les salariés concernés et quel est le nombre d'heures pour ces salariés concernés. Et puis enfin, il va devoir verser à l'OPCA une somme qui correspondra au nombre d'heures inscrites donc au titre de l'abondement correctif multiplié par 30 €. Et ce versement interviendra lui aussi avant le 1er mars de chaque année. Si l'on se penche maintenant sur l'utilisation du compte personnel de formation, rappelons que le salarié qui mobilisera son CPF pour suivre une formation en dehors du temps de travail n'aura pas à solliciter l'accord de l'employeur, ni même à l'en informer. Effectivement, c'est seulement lorsque la formation envisagée va se dérouler en tout ou partie du temps, sur le temps de travail que le salarié devra en principe solliciter l'accord de l'employeur et sur le calendrier et sur le contenu de la formation. Alors, par exception, la demande ne portera que sur le calendrier lorsque le salarié est de plein droit autorisé à suivre la formation pendant son temps de travail. En termes de modalités, le salarié devra alors formuler sa demande au moins 60 jours avant le début de sa formation si celle-ci dure moins de 6 mois et au moins 120 jours avant le début de sa formation pour une formation d'une durée supérieure à 6 mois. Et à cette demande, l'employeur va devoir répondre dans les 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande et passer ce délai, son silence vaut acceptation. Et qui va prendre en charge les frais des formations suivies dans le cadre du CPF ? Alors tout va dépendre si l'employeur a signé un accord 0,2% CPF ou non. Alors premièrement, si on est en présence d'un accord 0,2% CPF, la formation est en principe prise en charge par l'employeur. Alors on va quand même rappeler ce que c'est que cet accord 0,2% CPF. Oui, en fait, il y a une possibilité de conclure un accord 0,2% CPF pour les employeurs qui relèvent du régime de participation à la formation professionnelle des 10 salariés et plus. Et ils vont donc pouvoir conclure un accord et l'entreprise s'engage alors à consacrer au financement du CPF de ses salariés et à l'abondement de ce CPF une fraction de sa participation au moins égale à 0,2% de la masse salariale des 3 années couvertes par l'accord. En contrepartie de cet engagement, l'employeur bénéficie d'une baisse de son taux de participation au financement de la formation professionnelle puisqu'il va baisser de 1% à 0,8%. Et deuxièmement, face à cet accord, lorsqu'il y a une présence d'un tel accord, dès lors que la formation a lieu pendant le temps de travail, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération du salarié. Mais il va pouvoir prendre en compte cette rémunération au titre de l'enveloppe du 0,2% CPF que l'accord collectif prévoit, si l'accord collectif le prévoit expressément. Mais ces sommes ne peuvent pas représenter plus de 50% des fonds affectés par l'entreprise au financement des heures inscrites sur le compte personnel formation. Et qu'en est-il pour les entreprises qui n'ont pas d'accord 0,2% CPF ? Alors dans ce cas-là, va bien sûr avoir quand même une prise en charge de ces formations, mais là c'est l'OPCA qui va s'en occuper. Et le décret prévoit également que dans certains cas de formation pendant le temps de travail et sous certaines conditions, l'OPCA pourra prendre en charge non seulement les frais pédagogiques, bien sûr, et annexes que je viens de citer, mais aussi la rémunération dans la limite de 50% du montant total pris en charge pour le financement de la formation des heures inscrites sur ce compte. En pratique, l'OPCA va rembourser l'employeur puisque c'est l'employeur qui aura avancé le maintien de salaire. D'accord. Pour conclure, on peut rappeler que les formations accessibles via le CPF sont spécifiques et diffèrent de celles qui étaient prévues par le DIF. Oui, elles diffèrent effectivement. Le CPF va être réservé à certaines formations. Parmi ces formations, il y aura des formations certifiantes ou qualifiantes. Et en fait, une liste précise, exhaustive, va être établie par diverses institutions paritaires. Eh bien, merci Frédéric pour ce tour d'horizon des dernières précisions relatives au compte personnel de formation. Nous allons maintenant aborder un autre univers, celui de la pénibilité. À partir du 1er janvier 2015, les entreprises devront mettre en place et tenir à jour un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés exposés à certains facteurs de risque professionnel. Plusieurs décrets précisent les modalités de sa mise en œuvre. On accueille à présent Karina Flalo pour nous exposer le contenu de ces décrets. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Karine, avant d'entrer dans le détail des décrets, que pouvez-vous nous dire sur le compte pénibilité en lui-même ? Alors je reviens un petit peu en arrière, puisque depuis le 1er février 2012, l'employeur doit vérifier si les salariés sont exposés ou non à certains facteurs de risque professionnel.
Et si c'est le cas, il doit rédiger pour chaque salarié exposé une fiche individuelle de prévention des expositions. Alors la réforme des retraites qui date de janvier 2014 a profondément modifié ce mécanisme et désormais le salarié qui fait l'objet d'une fiche de prévention des expositions sera également titulaire d'un compte pénibilité. Alors ce compte permettra à un salarié qui travaille dans des conditions difficiles d'accumuler des points. Et avec ces points, il pourra faire 3 choses: bénéficier d'actions de formation, et ainsi accéder à un emploi moins pénible, mais aussi il pourra financer une réduction de son temps de travail ou encore partir à la retraite plus tôt. Le dispositif concernera donc les salariés exposés à des facteurs de risque et pour lesquels l'employeur a établi une fiche de prévention des expositions. Mais quels sont ces facteurs de risque? Alors il y en a 10, mais seulement 4 d'entre eux seront pris en compte dès le 1er janvier 2015 concernant le compte pénibilité. Donc on a le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en équipe successive alternante et le travail en milieu hyperbare. C'est très technique, mais voilà, ça existe. Et qu'advient-il donc des 6 autres facteurs de pénibilité? Alors, les 6 autres facteurs vont uniquement être pris en compte à partir du 1er janvier 2016, cette fois-ci. Il s'agit de ceux qui sont liés à des contraintes physiques marquées, comme les manutentions manuelles ou les postures pénibles, et de ceux qui sont liés à un environnement agressif. Et là, on évoque les températures extrêmes et le bruit. Et donc concrètement, il ne suffira plus d'être exposé à l'un des facteurs de risque définis par décret, il faudra y être exposé au-delà d'un certain seuil, c'est bien ça? Tout à fait. Concrètement, à partir du 1er janvier 2015, l'exposition à un facteur de risque ne sera prise en considération que si elle atteint ou dépasse un certain seuil d'exposition. Alors pour chaque facteur de risque, eh bien, le seuil d'exposition se définit à l'aide de 2 paramètres. Le premier est un paramètre de durée ou de fréquence, donc par exemple un certain nombre d'heures par an, et le second est un paramètre lié à une certaine intensité, et là on la mesure eh bien, par exemple en décibels lorsqu'on pense au bruit, ou en kilogrammes lorsqu'on évoque les ports de charge. Voilà, donc il faut savoir que les 2 paramètres doivent être réunis pour que le seuil d'exposition soit considéré comme atteint ou dépassé. Vous auriez un autre exemple pour illustrer ça, Karine? Oui, alors on peut penser au travail de nuit. Travailler quelques nuits par an ne suffira pas à établir une fiche de prévention ou à ouvrir un compte pénibilité. Il faut que le salarié ait accompli ses heures entre 24 heures et 5 heures du matin et qu'il totalise au moins 120 nuits de travail par an. Et combien de points un salarié peut-il acquérir sur une année? Alors, un salarié qui a travaillé toute l'année va acquérir 4 points s'il a été exposé sur l'ensemble de cette année à un seul facteur de risque et il va acquérir 8 points en cas d'exposition à 2 facteurs de risque ou plus. Alors, il faut savoir qu'il y a un petit avantage pour les salariés âgés puisque ceux qui sont nés avant le 1er juillet 1956 eh bien, voient leurs points doublés. Voilà. Alors, dans tous les cas, il faut savoir qu'un salarié ne peut pas accumuler plus de 100 points sur l'ensemble de sa carrière et eh bien, il faut tout de même 25 années complètes d'exposition à un facteur de risque pour atteindre ces 100 points. D'accord. Et qui tient à jour le nombre de points acquis par chaque salarié? Alors, ce ne sont pas les employeurs, hein, on peut les rassurer tout de suite. Voilà. En réalité, ils vont déclarer via la DADS les facteurs de risque professionnels auxquels leurs salariés ont été exposés au-delà des seuils et les comptes pénibilité sont ensuite gérés par la CNAV et le réseau des CARSAT. Voilà. Donc en fait, c'est la CNAV qui enregistre les points sur les comptes pénibilité en fonction des expositions qui ont été déclarées par les employeurs. Et comment le salarié procède-t-il pour utiliser ces points? Alors, c'est assez simple. Le titulaire du compte va en principe effectuer sa demande d'utilisation en ligne via un compte personnel créé sur le site internet dédié à cet effet. Il faut savoir qu'il doit utiliser son compte par tranche de 10 points, sauf pour la formation où là, les points peuvent être consommés à l'unité. Voilà, mais le principe veut que les 20 premiers points inscrits sur le compte pénibilité puissent uniquement être utilisés pour suivre des actions de formation
excepté encore une fois pour les salariés à quelques années de la retraite qui ont un léger avantage. Voilà, mais donc ça veut dire que sur un maximum de 100 points, eh bien seuls 80 points pourront être mobilisés pour les autres utilisations que j'ai évoquées avant, c'est-à-dire financer une réduction de son temps de travail ou partir à la retraite un peu plus tôt. Et vous pouvez nous dire à quoi ouvre un ou plusieurs points? Oui, alors un point va ouvrir droit à 25 heures de prise en charge des frais d'une action de formation, qui a pour objectif d'accéder à un emploi qui est non exposé ou moins exposé, bien évidemment, au risque. On peut aussi citer ce que représentent 10 points. Ils permettent de financer un mi-temps pendant 3 mois pour obtenir un complément de rémunération après un passage à temps partiel. Et ils permettent aussi d'obtenir un trimestre lorsque on veut avoir une majoration de durée d'assurance vieillesse à partir de 55 ans. Très bien. Passons à présent à l'aspect financier. Comment est donc financé le compte pénibilité? Alors là, ça revient en partie aux employeurs. Voilà, l'ensemble des employeurs est redevable d'une première cotisation de base égale à 0,01% de la masse salariale, sachant que cette cotisation débute uniquement en 2017. Et ensuite, on a une cotisation spécifique, cette fois qui est due par les employeurs de salariés effectivement exposés à des risques de facteurs professionnels au-delà des seuils qu'on a évoqués préalablement. Alors cette cotisation, elle est égale à 0,1% des salaires des salariés qui sont exposés, mais ça c'est pour 2015 et 2016, puisqu'à partir de 2017, elle augmente, elle passe à 0,2%. Et il faut savoir que ces taux sont de toute façon doublés lorsque les salariés sont exposés à plusieurs risques. D'accord. Pour finir, j'aimerais revenir sur la fiche de prévention que vous évoquiez tout à l'heure. L'employeur doit la rédiger et la tenir à jour depuis le 1er février 2012 pour chaque salarié exposé aux facteurs de risque professionnel. Quel impact vont donc avoir ces décrets sur cette fiche? Alors, il y a un impact puisque à partir du 1er janvier 2015, eh bien, les entreprises n'auront à établir une telle fiche de prévention que pour les salariés qui sont exposés au-delà des seuils réglementaires. Donc, de manière très concrète, eh bien, ça veut dire que le nombre de salariés concernés va se réduire. Donc, comme vous aimez les exemples, je vais en donner un. Voilà, l'employeur, à l'heure actuelle, doit tenir une fiche de prévention pour tout salarié qui travaille en équipe successive alternante. Eh bien, à partir du 1er janvier, il le fera uniquement si le salarié travaille de cette manière-là au minimum 1 heure entre 24 heures et 5 heures du matin, et ceci 50 nuits par an. Merci Karine pour toutes ces précisions et puis à très bientôt. Tout à fait Marianne. Pour revoir et approfondir ce sujet, n'hésitez pas à vous reporter à notre feuillet hebdomadaire du 13 novembre 2014. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle que vous pouvez également suivre toute l'actualité en temps réel sur Twitter, LinkedIn et Google+. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous en 2015. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin d'année à tous.